Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un très grand honneur pour moi de prendre la parole en ce haut lieu de la résistance armée que fut le plateau des Glières. Je tiens à rappeler que quelques-uns des rescapés des Glières ont par la suite rejoint le bataillon FTP Moïse Carmagnole à Lyon et que j'ai eu le plaisir de combattre à leur côté. Je ne vous cacherai pas non plus que je suis heureux de représenter en ce lieu mythique l'amicale des anciens FTP Moïse du bataillon Carmagnole. Je me suis engagé en résistance en 1941. Cela fait 69 ans que je milite. Au crépuscule de ma vie, c'est avec une grande fierté que je me penche sur mon passé. Même en le regardant avec un œil critique, non, je n'ai rien à regretter. En toutes circonstances, je me suis toujours trouvé du côté des plus pauvres, des malheureux, des exploités, des anticolonialistes, des antiracistes. En un mot, toujours du bon côté de la barricade. À 84 ans, malgré l'âge, la maladie et la fatigue, et avant que j'aie dû boucler mes valises, comme dit une chanson de Jean Ferrat, je souhaite démontrer que je garde encore en moi ce même idéal, cette même flamme, cette même volonté de changer ce monde qui permet à beaucoup de mes camarades de tomber face à l'ennemi en criant « Vive la France, vive la liberté, vive le Parti communiste !» Ils sont tombés animés par un idéal qui permettait à un homme et à une femme de se sublimer et de se sublimer à son insu. Ils sont tombés, convaincus qu'ils donnaient leur vie pour un monde meilleur. Ils combattaient pour libérer la France, pays de la liberté et des droits de l'homme, la France de la Révolution, la France de la Commune, la France, le seul pays au monde dont les bâtiments publics portent ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ces raisons que nos parents, fuyant les persécutions fascistes de Mussolini, d'Hitler, Franco et consorts, avaient choisi ce pays pour s'y réfugier. Internationalistes, c'est aussi pour ces raisons que sur notre drapeau flottait le drapeau tricolore de Valmy. Drapeau que nous n'avions pas eu à l'époque, la sottise abandonnée aux pétainistes qui prétendaient usurper la nation, comme aujourd'hui certains l'abandonnent au Front National. Mais pour nombre d'entre nous, héritiers de la Commune, admirateurs de Lénine, de la révolution d'octobre de l'armée rouge qui a écrasé l'armée nazie à Stalingrad, nous arborions aussi le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau. Nous combattions parce que nous étions certains que nous n'allions pas mourir pour rien, que les survivants seraient portés haut le drapeau de la liberté, de la justice et de la solidarité. Oui, mesdames et messieurs, je suis fier de 52 de mes frères de combat qui, ayant subi d'effroyables tortures, sont morts dans les culs de basse-fosse de la police, de la milice ou de la Gestapo sans avoir lâché un seul mot à Barbie et à ses sbires. Pour certains, nous n'avons jamais retrouvé leur corps. Oui, je suis fier de ces hommes et de ces femmes qui, pour la défense de leur idéal, ont su supporter l'insupportable. Fier aussi de mon ami Raymond Greenstein, qui, à l'âge de 20 ans, a préféré se faire sauter avec une grenade en entraînant avec lui dans la mort les soldats nazis qui l'entouraient, plutôt que de se faire prendre vivant. Fier également de mon camarade Simon Fried, lui aussi âgé de 20 ans, qui, condamné à mort par les tribunaux des sections spéciales, a été exécuté le 4 décembre 1943. Il refusa, en arrivant devant la guillotine, que ses gardiens leur soutiennent en leur disant « Vous allez voir comment c'est mourir un jeune communiste ». Il se présenta tout seul devant la machine à couper les têtes. Au moment précis où le couperet tomba, tous les internés de la prison Saint-Paul à Lyon, communistes et non communistes,
debout dans leur cellule, lui rendirent un vibrant hommage en chantant la Marseillaise et l'Internationale. J'ajouterai que le 24 août 1944, au moment où éclata l'insurrection de Villeurbanne, alors que je me trouvais prisonnier au fort Montluc à Lyon et que mes camarades de Carmagnole se battaient dans les rues de cette ville, les 950 internés de cette sinistre prison enfoncèrent les portes de leur cellule en chantant la Marseillaise et l'Internationale, avant même que les nazis n'aient complètement évacué le fort Montluc où ils avaient commis tant de crimes. Il arrive parfois qu'on me reproche d'avoir l'outrecuidance de la part d'un ancien résistant, déjà encombrant en tant que tel, de ne pas me contenter de n'être qu'un ancien résistant. Je me comporte, paraît-il, un octogénaire qui, loin de s'assagir avec l'âge, je suis comme les vieux mulets des Alpes, plus rétif encore en devenant vieux. Tout vient sans doute de ce que, si je suis attaché au passé, ce lien est plus fait d'idéologie fondamentale que de souvenirs de guerre, et que mon devoir de mémoire du passé s'est inversé en devoir de mémoire du présent. Schématiquement, plutôt que de cultiver mon passé de résistant, j'ai choisi de le prolonger de façon militante dans la vie d'aujourd'hui. Car ce qu'il nous faut absolument garder en mémoire, bien plus que les crimes que nous avons subis, bien plus que nos faits d'armes, c'est la raison majeure qui nous les a fait accomplir. Et cette raison majeure s'appelle l'antifascisme. Et c'est en cela que la résistance est un événement capital pour la France et pour l'humanité. C'est pour cette raison que les anciens résistants, survivants de cette tragique épopée, considèrent comme un devoir d'être à nouveau à la pointe du combat contre tout ce qui peut porter atteinte aux acquis mis en place lors de l'application du programme du Conseil national de la résistance. Oui, nous avons le droit et le devoir de nous mettre en colère et de nous insurger contre la destruction systématique de tous ces acquis. Destruction effectuée au nom d'une Europe que 55% des Français avaient rejetée il y a 5 ans, en mai 2005. C'est d'ailleurs au nom de cette Europe qui devait nous apporter la paix, le travail, le bien-être pour tous, qu'aujourd'hui on nous impose la disparition de la totalité de nos services publics. Cette Europe et son euro, dont le seul but est d'enrichir les plus riches, ne peut en aucun cas devenir sociale comme certains le prétendent. Par ailleurs, voici qu'il y a quelques mois, après beaucoup de tergiversations, cette semaine, les médias nous annoncent triomphalement que l'Union européenne va débourser des centaines de milliards pour la Grèce. Mais en compensation, une rigueur extrême frappe déjà le peuple grec. Toutefois, sachez bien que cette rigueur ne touchera pas, bien au contraire, les grands financiers et actionnaires grecs et non grecs, qui sans aucune pudeur poussent des cris de joie, car avec cette manne, les bourses flambent. En un seul jour, le CAC 40 a pris près de 10%. Et que l'on ne s'illusionne pas. La rigueur que l'on applique aujourd'hui aux Grecs nous est réservée. Et déjà ce mot fait tous les jours l'objet de débats dans nos médias. C'est d'abord le Portugal qui est visé, puis l'Espagne, et la France suit. Quant à l'avenir de notre France, comment ne pas être frappé par l'aspiration qu'exprimait alors le général de Gaulle lorsqu'il déclara le 23 avril 1943 à Alger un régime économique et social tel qu'aucun monopole et aucune coalition ne puisse peser sur l'État, ni régir le sort des individus, ou, par conséquent, les principales sources de la richesse commune soient ou bien administrées, ou, tout au moins, contrôlées par la nation, où chaque Français ait, à tout moment, la possibilité de travailler suivant ses aptitudes,
dans des conditions susceptibles d'assurer une existence digne à lui et à sa famille. Un régime politique, social, économique devra être conjugué avec une organisation internationale des rapports entre toutes les nations, telle que, dans un monde dont l'interdépendance est désormais la loi, chaque peuple puisse se développer suivant son génie propre et sans subir aucune oppression politique ou économique. Je crois que si vous êtes là, c'est parce que précisément nous en sommes loin, n'est-ce pas? C'est ce qui me fait dire que le seul moyen de sortir de cette oppression politique et économique que fait peser sur nous l'Union européenne et son euro, eh bien, mes chers amis, c'est de s'en sortir de cette Union européenne. D'ailleurs, sortir de l'euro n'est plus un sujet tabou, puisque dans un récent sondage effectué, 69% des Français ont dit qu'ils regrettent le franc. Nous pouvons constater qu'avec la crise qui frappe actuellement notre pays, c'est toujours en direction de la France d'en bas que les coups les plus durs sont portés. Tout est remis en cause. En ce moment même, ce sont nos retraites, un des grands acquis de la résistance que nos gouvernements sont en train de réduire en une peau de chagrin. Il n'y a pas d'argent, nous dit-on. Eh bien, à ce sujet, permettez-moi de vous rappeler que peu de temps après l'élection de Sarkozy, président de la République, le Premier ministre nous annonçait que la France était à la veille d'un dépôt de bilan. Information que le président de la République confirmait en déclarant qu'il ne pourrait pas, comme il l'avait promis pendant la campagne électorale, augmenter le pouvoir d'achat car les caisses de l'État étaient vides. On est en droit de se demander comment se n'était-il pas aperçu pendant les diverses années où il avait été ministre, y compris ministre des Finances. Cela étant, voici que comme par la vertu du Saint-Esprit, des centaines de milliards d'euros sortent de leur cachette et sont distribués aux banques et aux grandes entreprises. Ces mêmes banques et entreprises et qui, après avoir bénéficié de cette manne et afin d'augmenter les dividendes de leurs actionnaires, s'empressent de licencier des dizaines de milliers de leurs employeurs, les plongeant dans la misère et dans la désespérance. En même temps, nous apprenons que ces banques et ces entreprises allouent des dizaines de millions d'euros de primes exceptionnelles à leurs dirigeants, alors tout démontre que ce sont eux les responsables de la crise. En ce moment même, plus de 600 000 jeunes de moins de 25 ans sont au chômage, soit 23% de la jeunesse de notre pays qui se trouve à la dérive. Plus de 2 500 000 personnes sont au chômage et plus de 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Et comme pour se moquer de la misère du monde, voici que Sarkozy, homme lige du MEDEF, préconise de travailler plus pour gagner plus. Non, ce n'était pas de ce monde-là que nous avions rêvé lorsque nous avons accompli tant de combats et accepté tant de sacrifices. Que faire, mes chers amis? Devons-nous continuer à baisser la tête ou devons-nous, à l'exemple des résistants qui donnèrent leur vie avant le temps, reprendre la lutte pour donner à notre peuple la possibilité réelle de décider par lui-même de ce que devra être son avenir? Notre devoir est de défendre notre souveraineté nationale et de chasser de notre horizon ces coalitions d'intérêts privés qui menacent notre devenir. Il nous faut défendre notre République une et indivisible, défendre notre industrie, nos universités, nos laïcités et même y compris notre langue mise à mal par les tenants de tout anglais. Pour défendre tout cela, entrons à résistance, car comme l'a dit Lucie Aubrac, la résistance se conjugue au présent. Et le temps est venu de démontrer que le peuple français ne sera jamais un peuple d'esclaves. Hommage et respect à tous ceux et à toutes celles qui ont tout sacrifié pour que les survivants soient heureux. Vive la résistance d'hier et que vive la résistance d'aujourd'hui.